Il y a ici une affaire, une question d'art. L'affaire est excellente pour l'État. Rodin donne toutes ses œuvres, évaluées 2,5 millions, et ses droits d'auteur et de reproduction qui sont de 100 000 francs au minimum. Contre quoi il demande, durant sa vie, et 25 ans après sa mort, l'abandon de l'hôtel Biron. Si certains sont opposés à l'installation de Rodin, c'est pour ne pas laisser installer le sculpteur, dont la moralité est discutée, dans un ancien couvent religieux. Monsieur de la Marzel ne conteste pas le talent de Monsieur Rodin, il regrette l'usage qu'il en a fait. Enfin, il s'élève contre l'idée que ses œuvres pourront être exposées dans un ancien couvent, où tant de femmes admirables se sont dévouées à l'éducation de jeunes filles françaises. Certaines des productions de l'artiste sont licencieuses et paraîtraient tout à fait déplacées dans un couvent. Le Sénat rejette le contre-projet de M. de la Marzel, qui proposait de transformer l'hôtel Biron en une maison pour mutilés de guerre, vote l'acceptation de la donation et un crédit de 10 813 francs pour l'installation. J'ai cité pour commencer cette contre-expo, l'exposition du centenaire de Rodin, un article du journal La Croix du 11 novembre 1916 qui nous rappelle que la donation Rodin n'a pas été une affaire facile. Elle a été contestée, finalement l'affaire aboutira. Rodin qui mourra le 11 novembre 1917 à Meudon. Et à l'âge de 77 ans, il nous laisse un patrimoine sculpté monumental considérable, colossal, de même que l'est cette exposition rétrospective qui commémore donc les 100 ans de sa mort, une exposition qui rassemble environ 350 œuvres, exposition peut-être même un peu trop longue. On n'a pas voulu faire une rétrospective, il existe à l'état permanent au musée Rodin, mais montrer les répercussions de sa sculpture, l'onde de choc qu'il provoque chez de nombreux artistes, notamment après 1945. Alors c'est Catherine Chevillot, l'actuelle directrice du musée Rodin, qui dit ça dans différentes interviews, notamment dans celui du Parisien. Cette exposition, en effet, se veut originale. Elle évite de montrer Rodin comme d'habitude, avec un parti pris très fort, c'est celui de montrer la modernité rodinienne, d'insister sur cette idée qu'il est à la fois le père de l'expressionnisme en sculpture, c'est l'objet de la première grande partie de l'exposition, et qu'il est aussi à l'origine des grandes expérimentations plastiques et techniques qui ont été celles de beaucoup de sculpteurs du XXe siècle. Alors la première œuvre qui est présentée dans l'exposition, c'est ce portrait du maître par son élève, sa maîtresse Camille Claudel. Certains se sont émus du fait que Claudel soit très peu présente dans cette rétrospective qui avait été annoncée comme une sorte de dialogue entre Rodin et les artistes de son temps, mais aussi entre Rodin et ceux qui l'ont suivi, entre Rodin et ses héritiers. D'ailleurs, on peut se demander si le vrai bon titre pour l'exposition n'aurait pas été Rodin et son héritage, ou l'héritage de Rodin. Parce que Rodin, l'exposition du centenaire, ça veut tout et rien dire. Or, il y a vraiment un parti pris très fort dans ce qui nous est montré au Grand Palais. Donc Claudel est absente, on aurait pu, mais ça a été souvent fait, mettre en rapport l'éternelle idole de Rodin et le Sakuntala. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il y a quand même des œuvres déterminantes de Claudel qui auraient servi ce dialogue entre Rodin expressionniste, qui est donc l'objet de toutes les salles du rez-de-chaussée, et ses contemporains. Parce que Rodin a été expressionniste, mais Claudel aussi, Bourdelle aussi, quasiment à la même période. Alors c'est vrai que Rodin est l'initiateur sans doute de ce modelé très chaotique, très agressif, que vous voyez ici dans une tête de Bourdelle à gauche et une tête de Claudel, avec un traitement sans concession de celle qui a été la compagne détestée de Rodin, Rose Beuret, qui était la rivale et on pourrait presque dire l'ennemi de Camille. Rose Beuret donc qui est à droite avec ce visage boursouflé, ce visage agressé plastiquement. Et c'est vrai que cette violence qui est celle de l'expressionnisme, qu'on retrouverait en peinture chez quelqu'un comme Munch, elle existe chez Rodin. Je vous montre volontairement d'ailleurs une œuvre assez proche de Munch par son thème et sa forme. C'est le Cri que vous pouvez voir à droite, qui est une œuvre de Rodin datée de environ de 1886, et à gauche c'est une tête d'esclave de Camille Claudel qui est datée de l'année suivante. Et on est déçu que l'expressionniste qui a été Claudel, parce que si Rodin est expressionniste, Claudel l'est forcément aussi, eh bien on est déçu qu'elle soit pas mieux représentée. Ça c'est incontestable. Ici au centre, une autre œuvre de Claudel, une tête d'Amadriade, qui a été vendue d'ailleurs près de 125 000 euros en 2012 par Agut à Lyon, qui est une tête où là aussi on voit le modelé très travaillé, entre autres dans la partie basse de l'œuvre qui sert de socle à cette tête assez effrayante. Tout aussi effrayante d'ailleurs est la tête de Bourdelle à droite,
Ou pourquoi pas cette figure de jeune fille qui est en train de chanter, mais qui, en chantant, a l'air aussi de pousser un cri de désespoir. C'est une figure de Mestrović, sculpteur croate, dont on va reparler, parce qu'il est représenté dans l'exposition, mais pas par les œuvres qui auraient sans doute le mieux servi le discours sous-jacent de Rodin, père des expressionnistes en sculpture. Bourdelle, qui est aussi quand même un peu mal servi par l'exposition. Il a une œuvre presque cachée dans une embrasure de fenêtre. On se demande quand même si les conservatrices qui ont organisé cette rétrospective ont pas, volontairement ou non, sous-évalué ou sous-représenté deux des artistes qui ont été les plus proches de Rodin, c'est-à-dire Bourdelle et Claudel. À gauche ici, c'est le grand guerrier de Bourdelle qui fait écho à la Défense, cet ensemble commémoratif pour la guerre de 1870. C'est une des œuvres les plus expressionnistes de Rodin et étonnamment, elle n'est pas présentée dans cette rétrospective. La deuxième œuvre qui ouvre donc cette exposition, c'est cette tête de l'homme au nez cassé, vous voyez ici à droite, et que j'ai fait dialoguer ici, mais ça a été fait bien avant moi, avec une œuvre qui a le même titre, L'homme au nez cassé de Picasso, masque daté de 1901 à 1905. Là aussi, les choix des œuvres de Picasso laissent non pas dubitatif, mais enfin, on peut se demander pourquoi cet homme au nez cassé, qui est quand même l'œuvre la plus proche de Rodin, n'est pas présenté alors que ils ont choisi Le Fou, une œuvre qui, marque, c'est vrai, à la fois un héritage de Rodin dans le travail du modelé dans la partie basse, mais aussi quand même une sorte de singularité de Picasso, entre autres par ce thème du fou ou du saltimbanque, puisque vous voyez que ce bonnet de fou renvoie aussi à l'univers du cirque. Picasso trouve ici une thématique qui était très très éloignée de celle de Rodin. Et puis l'homme au mouton, c'est vrai qui par son traitement anatomique, son aspect plastique si particulier, est une des œuvres les plus rodiniennes dans la sculpture de Picasso. La première grande salle donc de cette rétrospective enchaîne ensuite les premiers grands chefs-d'œuvre de Rodin, l'Âge des Reins, puis le Saint-Jean-Baptiste, qui sont ici présentés à gauche. Et puis au fond, le penseur dialogue avec deux œuvres. Et c'est vrai, c'est ce qui surprend dans l'exposition, c'est que dès la première salle, Rodin n'est pas seul. Deux œuvres qui entourent le penseur et qui font penser très indirectement à lui. Je pense notamment à l'œuvre de Lehmbruck, qui est un sculpteur expressionniste, qui d'ailleurs paradoxalement avait été très bien représenté à l'exposition majeure qu'avait organisée Catherine Chevillot du temps où elle était au musée d'Orsay, qui s'appelait Oublier Rodin. Et dans cette exposition, on montrait les sculpteurs qui avaient réagi contre Rodin. Paradoxalement, Lehmbruck était très bien représenté dans Oublier Rodin, mais il est aussi représenté deux fois dans l'exposition de cet héritage de Rodin. Et là, on se demande ce que cherche à dire Catherine Chevillot. Il y a beaucoup d'approximations finalement dans les délimitations de cet héritage rodinien. Et le pseudo-penseur de Baselitz qui est à droite n'est pas clairement une œuvre qu'on peut forcément assimiler à Rodin, même si c'est vrai, il y a un geste de la main près de la tête, mais alors dans ce cas, on pourrait prendre une multitude de sculptures. La façon de peindre, notamment, ce qui est ici un bronze, est complètement atypique et opposé à ce que Rodin voulait faire en sculpture. C'est d'ailleurs ce qui, à mon sens, paraît gênant dans l'accumulation de certaines œuvres des expressionnistes allemands les plus récents. Je pense à Lupertz, entre autres. Tous ces gens-là peignent leur bronze, ce que Rodin n'aura jamais l'idée et l'envie de faire. Alors mettre le penseur avec des œuvres contemporaine, c'est intéressant. On aurait pu aussi mettre le penseur et faire une exposition générale sur Rodin et les artistes qui l'ont inspiré. Alors on aurait dû faire une place importante à Michel-Ange. C'est vrai que tout ça a plus ou moins été dit, même si l'exposition magique à faire, ça serait Rodin et Michel-Ange. Compliqué sans doute, pour des raisons que vous comprendrez, de faire venir les sculptures du maître florentin, c'est un petit peu inimaginable. Mais le fait est que le penseur n'est pas une œuvre totalement neuve, et ancrer Rodin dans le XXe siècle, comme le propose l'exposition du centenaire au Grand Palais, pourrait avoir une contre-vision très forte, en montrant que Rodin est d'abord aussi peut-être un des plus grands héritiers de la sculpture ancienne, celle de la Renaissance, et qu'il se trouve finalement être un jalon entre la sculpture du XIXe siècle et celle du XXe siècle. On pourrait aussi se demander pourquoi est-ce qu'ils ont mis vraiment deux œuvres à côté du penseur, deux œuvres allemandes, alors qu'il y a eu quand même des influences directes du penseur de Rodin beaucoup plus explicites. Je vous montre ici à gauche le détail d'un relief de Gustav Vigeland, un des grands absents de l'exposition, qui est un sculpteur norvégien qui a connu le travail de Rodin,
Il y avait eu d'ailleurs une exposition Vigeland au musée Rodin il y a quelques années. Et puis à droite, un penseur, vous pouvez voir au cimetière Montparnasse, qui est sur la tombe, enfin plus exactement le cénotaphe de Baudelaire, que lui avait consacré le sculpteur José de Charmois, qui a quasiment plagié Rodin ici de façon presque éhontée. Dans la deuxième salle de l'exposition, c'est le baiser qui trône au milieu de la salle. Et dans cette salle, ce qui est paradoxal, c'est que là, il n'y a plus de parallèle avec les artistes plus contemporains. Et c'est ce qui surprend dans l'exposition, c'est une sorte d'inconstance. C'est-à-dire que il y a quasiment une salle sur deux qui a des parallèles très forts avec des œuvres très très contemporaines des années 2000 voire 2010. Et puis finalement ça, on a l'impression et peut-être pourquoi pas l'envie de voir ça dès la première salle, mais il n'y a pas toujours cette constance. Alors la deuxième salle donc propose le baiser alors que tout autour d'elle il y a que des œuvres de Rodin. Or, on aurait pu faire dialoguer le baiser avec des œuvres très proches de lui. Je pense notamment ici avec une œuvre de Maradka, qui est un très beau sculpteur tchèque, qui est représenté par une œuvre dans la salle suivante, où Rodin, dans la salle numéro 3, dialogue avec ses contemporains. Vous avez ici le baiser, ou sous-titré La Vague, un bronze de 1910, où l'influence de Rodin est évidente. D'autres baisers, celui de Saloon, que vous voyez ici, une œuvre qui date de 1900. Et puis, alors juste derrière le baiser, il y a cette superbe Danaïde, ici au centre de ce trio d'images. Danaïde que Rodin expose en 1889. À côté d'elle, c'est des images de désespoir de Wilhelm Lehmbruck, donc cet artiste allemand qui a eu une influence de la part de Rodin qui est indéniable, mais qui finalement est représenté dans l'exposition par des œuvres qui s'affranchissent de lui. La Danaïde est dans une salle qui s'appelle Rodin à la conquête du public. Et alors bizarrement, dans la deuxième partie de l'exposition, qui s'appelle Rodin expérimentateur, on va retrouver une salle avec un titre plus ou moins proche, s'appelle Rodin au fait de la renommée, Rodin à la conquête de son public, ou Rodin et le public même. Donc vous voyez, deux fois le même titre quasiment, comme s'il y avait des sortes de redites dans les deux parties de l'exposition. Je crois que en fait le point le plus contestable de la rétrospective, c'est son organisation générale. C'est-à-dire l'idée que finalement ils n'ont pas trouvé de ligne directrice très forte, donc ils ont donné deux thèmes assez flous pour inscrire Rodin dans une certaine modernité, mais on aurait sans doute pu trouver mieux et en tout cas plus cohérent dans les thèmes représentés et du coup aussi dans la réunion des œuvres. La troisième salle, je vous la montre ici, alors elle est initiée par les trois ombres, vous voyez sur la gauche dans leur vitrine, trois ombres qui sont une œuvre essentielle de Rodin où pour la première fois il duplique sa sculpture, c'est-à-dire il nous met trois fois le même Adam, puisque c'est à l'origine le titre de ce personnage isolé que vous voyez sur la droite. Et alors c'est vrai que ça c'est une des plus belles innovations que Rodin lègue à la sculpture moderne. Et on est un peu frustré que finalement cette idée-là soit pas mieux représentée avec pourquoi pas, bon je prends un exemple mais on aurait pu en trouver plein d'autres, l'artiste Magdana Abakanowicz qui est représenté ici à gauche par une œuvre installée dans le jardin de Washington. Bon, c'est difficile à faire venir, mais enfin on aurait pu solliciter le prêt de l'œuvre qui est au centre, les 4 Figuracis 2002, qui est à la Fondation Vuitton du Bois de Boulogne, et on voit bien que chez Abakanowicz, il y a le sens de la sculpture dupliquée, et bon, même dans les torses fragmentaires, il y a vraiment quelque chose de très très rodinien. C'est une des grandes absences, je pense, Abakanowicz de la rétrospective du centenaire. Dans cette salle donc numéro 3, on a toute une série d'artistes étrangers qui sont sans doute une des belles découvertes pour les visiteurs du Grand Palais. Et il y a notamment ce sculpteur croate qui s'appelle Mestrović, qui est une gloire en Croatie. Il a un musée à Split, il a un musée à Zagreb. Et je vous montre ici à gauche son job, qui je pense aurait vraiment mérité de venir parce que c'est une œuvre d'une violence incroyable et qui, notamment dans la façon dont le corps paraît maltraité, ne serait-ce que dans la pose, est une œuvre qui s'inscrit dans l'héritage de Rodin. À gauche, donc, le job de Mestrović, et puis à droite, la femme accroupie qui est dans les débuts de la rétrospective du Grand Palais. Vous voyez que là, il y a quand même une filiation qui est assez indéniable. Et alors de Mestrović, ils ont mis la fontaine qui est au centre de cette troisième salle. Une fontaine ici représentée par son modèle en plâtre, mais la version en bronze est devant l'opéra
de Zagreb. Et c'est dommage qu'ils aient choisi ça, parce que c'est peut-être pas l'œuvre la plus rodinienne de Mestrović. Il y en aurait beaucoup d'autres qui auraient pu venir. Je vous montre ici un autre exemple, c'est le Laocoon de mes jours, une œuvre de Mestrović 1905. Alors Mestrović qui passera par Vienne, qui est venu à Paris, donc c'est sûr qu'il a connu le travail de Rodin et que ça l'a profondément marqué. Donc il est totalement légitime dans l'exposition, mais pas bien représenté, en tout cas pas représenté par les œuvres les plus pertinentes. Vous avez au centre ici le portrait d'Alfred Flechtheim avec main d'Ernesto De Fiori, qui fait partie aussi de ces artistes qui ont tendu parfois vers un expressionnisme et qui peuvent faire partie aussi des artistes, et ici en l'occurrence des œuvres qui auraient bien enrichi le panorama. À droite, c'est l'orage de Rodin. Vous voyez que dans cette expression de douleur, tout ça évidemment s'inscrit dans la même famille. Toujours dans cette salle numéro 3, ils ont fait dialoguer une œuvre de Lehmbruck avec l'Ugolin de Rodin, que vous voyez en bas à droite. Et là, c'est pareil, la façon dont Lehmbruck déforme l'anatomie, tend vers un corps très émacié, est complètement anti-rodinien. Donc je trouve ça à contre-courant de ce qu'on cherche à montrer. Il aurait peut-être été plus pertinent de montrer par exemple ce couple enlacé de Gustav Vigeland. Vigeland qui est un petit peu le Munch de la sculpture, puisque comme Munch il est norvégien, comme Munch il a un musée à Oslo, et il est aussi passé par Paris, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que quand on visite le musée Vigeland d'Oslo, on est stupéfait d'une série d'œuvres qui évoquent directement le travail de Rodin. Un autre exemple ici, l'homme portant une femme dans ses bras, 1897 à gauche, et à droite, une épreuve de la jeunesse triomphante par Rodin. Vous voyez que dans la composition, dans le rapport entre les deux corps, on voit très bien que Vigeland doit énormément à Rodin. Toujours troisième salle, il y a deux fontaines, celle de Mestrović puis celle de Georges Mine, et c'est dommage qu'il n'ait pas pu évoquer l'immense fontaine que Vigeland réalise dans les années 1920 pour le grand parc de la ville d'Oslo. Et c'est une œuvre qui s'inscrit aussi dans le sous-thème qui est dans cette troisième salle sur ce qu'on pourrait appeler les différents âges de la vie. Vigeland a fait une fontaine entière où vous avez toute une série d'arbres qui l'entourent, et dans ces arbres de vie vous avez différentes générations, vous le voyez très bien ici par ce quatuor photographique. Autre absent dans ces artistes étrangers proches de Rodin, je trouve que Troubetskoy, l'artiste russe, ici représenté par un très beau buste de Samuel Pozzi qui est au musée de Rouen, méritait d'être signalé, parce que Troubetskoy, par la façon dont il triture la matière en étant un modeleur comme Rodin, vous le voyez ici notamment dans tout le travail qu'il y a sur la moustache, le visage et puis surtout la façon de triturer les yeux du docteur Pozzi, Troubetskoy peut être quand même considéré comme l'hérodinien de la première heure, de même que Otto Gunfreund. Alors Gunfreund est représenté au deuxième étage de l'exposition par une statue qui est quand même très marquée par sa conversion vers le cubisme. Gunfreund qui est un artiste tchèque qui a passé pas mal de temps à Paris, qui a rencontré Bourdelle notamment, et qui je crois aurait été mieux représenté par cette tête de Vicky, même si c'est vrai que le parallèle qui est fait entre la figure féminine de Gunfreund et le Balzac visuellement est assez stimulant, mais enfin quand même, puisque l'idée c'est d'évoquer d'abord l'expressionnisme autour de Rodin. S'il y a bien une œuvre de Gunfreund qui est une expressionniste, c'est cette tête de Vicky que vous pouvez voir à la Galerie nationale de Prague. Dans les Tchèques, il y a quand même certains manques. Je pense à Bohumil Kafka, qui est un artiste qui est venu à Paris de 1904 à 1908. Je vous montre ici son Silène à gauche avec deux photographies, et à droite, c'est le Persée de Rodin. Alors, Kafka a été tellement marqué par Rodin qu'il y a certains groupes de cette production parisienne qui frisent même le plagiat. Là, on n'en est pas très loin. Mais voilà, incontestablement, un des artistes qui fait partie des manques de l'exposition. D'autant que la première salle de l'étage, dans cette deuxième partie, enfin la deuxième salle plutôt de l'étage, cette deuxième partie qui s'appelle Rodin expérimentateur, nous propose un focus sur l'exposition de Rodin à Prague en 1902. Et alors il y a toute une série de dessins de Rodin, quelques œuvres d'artistes tchèques sont présentes dans l'exposition, pas uniquement d'ailleurs dans cette salle, mais c'est dommage que, quitte à faire ce focus, qui surprend d'ailleurs parce que c'est vraiment la seule enclave historique qui est insérée dans l'exposition, et du coup on comprend pas très bien si la deuxième partie de l'exposition va dans cette voie moderne dont on nous parlait.
Bref, Kafka aurait pu être représenté aussi par la Somnambule de 1906, que j'ai mis ici en parallèle. Là aussi, on est plus que dans l'influence, en parallèle à droite avec La Fortune de Rodin, qui est placée en bas de sa porte de l'enfer. Dans cette salle consacrée, salle toute rouge qui est consacrée à l'exposition de Prague en 1902, ce sont les dessins de Rodin qui sont mis en avant. Et tous les dessins qui ont été choisis sont très beaux, sont des dessins à l'aquarelle et au crayon, montrent l'audace de Rodin à cette époque-là, mais c'est pas les dessins les plus modernes. Il y a notamment une chose qui aurait dû être présentée, c'est les assemblages de Rodin dans le cadre du dessin, puisque on nous propose dans cette deuxième partie de montrer comment Rodin a expérimenté énormément de choses qu'il a léguées en fait aux artistes du XXe siècle, mais c'est à signaler qu'il a fait exactement la même chose dans le dessin. Vous avez ici un très bel exemple avec une série de dessins de corps de femmes qui ont été découpés puis assemblés, et des œuvres qui sont datées de 1900. Alors Dieu sait que des découpages de Matisse, des découpages de Picasso peuvent être mis en parallèle avec ça. Troisième salle du deuxième étage, c'est une salle consacrée aux photographies de Rodin. Là, c'est sans doute la salle la plus audacieuse. Alors, il y a des choses qui surprennent. Par exemple, ce travail de Rachel Whitehead qui s'intitule Trafalgar Square Project. Et vous le voyez, vous avez un photomontage avec un projet de monument pour Trafalgar Square à Londres. On est quand même très très loin de l'univers de Rodin, et ce qui surprend dans cette salle de photographie, c'est le décalage qu'il y a entre les expérimentations de Rodin qui dessine sur les photos de ses œuvres et les projets ou les photographies de sculpteurs parfois très récents qui, je dirais quand même visuellement dialogue assez mal. Il y a entre autres deux œuvres d'Annette Messager. Alors là c'est pareil, on sait pas pourquoi, c'est des choix très subjectifs aussi dans cette salle. On sent très bien que c'est les conservatrices qui ont organisé l'exposition, qui se sont fait plaisir et qui sans doute aiment bien Annette Messager. Alors on mis deux œuvres d'Annette Messager qui sont par exemple ici le couteau baiser, qui sont quand même très très loin de l'univers de Rodin, parce que des baisers dans l'art du XXe siècle, il y en a eu plein. Mais alors si on met cette œuvre d'Annette Messager, on peut mettre un ensemble considérable d'œuvres du XXe siècle. La salle suivante est consacrée à Rodin et ses sculpteurs. C'est une salle qui montre comment Rodin a eu sans doute un impact déterminant sur des artistes qui vont de Brancusi à Giacometti, avec ici au centre une façon de rappeler l'exposition fondamentale qu'avait organisée le musée Rodin sur Rodin et le socle. Alors c'est aussi ce qu'il faut signaler, c'est que finalement cette rétrospective, elle fait un peu le bilan de 20 ans d'exposition, si ce n'est 30 d'ailleurs, sur Rodin, autour de Rodin, organisée dans son musée à Paris, principalement. Et en cela, il aurait peut-être fallu le montrer plus clairement, parce que par exemple dans cette salle, vous avez une section qui est consacrée au socle. Tout ce qui est autour, c'est une autre question qui est celle du fragment. Alors d'abord sur la question du socle, là c'est pareil, ils ont fait une sorte de petit best-of, mais quand on a vu l'exposition qu'avait organisée le musée Rodin il y a quelques années, eh bien évidemment on s'étonne que par exemple il n'y ait pas Henri Moore comme il avait été représenté, ou pourquoi pas là aussi grand absent Bourdelle avec à gauche le portrait d'Anatole France sur une colonne, l'Apollon de Bourdelle, cette tête d'Apollon où là aussi le travail sur le socle est fondamental et doit quand même quelque chose à Rodin, ou pourquoi pas ce projet qui aboutira après la mort de Bourdelle finalement à quelques transformations, mais ce monument alvéar que Bourdelle réalise pour Buenos Aires, où vous voyez que le socle est considéré colossal par rapport à la statue équestre. Dans cette dernière section sur Rodin expérimentateur, il y a toute une série d'œuvres qui rappellent que Rodin a été un grand initiateur du fragment en sculpture. À gauche, c'est un bras de Rodin et à droite, un bras de Bourdelle, présenté à la rétrospective. Dommage qu'on n'ait pas montré la grande main que vous voyez ici, parce que c'est sans doute une des œuvres les plus expressionnistes, et finalement, c'est ce qui est décevant dans une partie du choix des œuvres qui a été fait, à la fois pour celle de Rodin et des artistes qui sont autour de lui. Eh bien, c'est que si on voulait montrer que Rodin est un expressionniste, il y avait peut-être mieux à choisir. Ici, une main de Mestrovitch, voilà par exemple le genre de prêt qu'aurait pu être demandé. Prêt aurait été sans doute totalement possible, et montrer cette main, c'était sans doute complètement illustré cette idée que Rodin est le précurseur du fragment. On s'étonne aussi, alors dans la dernière salle, dont je vais parler plus loin, il y a toute une série de pieds, de jambes,
Mais il y a de grands accents dans ces œuvres fragmentaires. Le pied de Matisse, qui avait été présenté d'ailleurs à la rétrospective Rodin-Matisse, on a l'impression ils ont voulu à la fois faire un bilan des dernières grandes expositions sur Rodin, mais pas faire trop de redites. Donc des choix qui, du coup, se veulent plus originaux, mais beaucoup moins efficaces par rapport au discours qui sous-entend que Rodin est expressionniste et expérimentateur. La jambe de Giacometti nous manque beaucoup dans la dernière salle, où on a quelques jambes, je pense notamment il y a une jambe en bois qui pendouille, qui est quand même très très éloignée de Rodin. Et puis à nouveau Mestrovitch ici, avec 2 fragments de bras qui sont exposés dans sa villa de Zagreb. Les fragments sont aussi des têtes, voire des assemblages de têtes et de mains. Autre œuvre très belle de Mestrovitch, qui là aussi aurait pu être présentée. D'ailleurs, Mestrovitch, je le rappelle, avait eu une légère exposition dans le jardin du musée Rodin il y a quelque temps. Tout ça est forcément connu par les organisatrices de l'exposition. Et puis, dans ces têtes détachées du corps ou ces têtes en lévitation, à nouveau, Bohumil Kafka, dont je vous montre ici la vie brisée, buste troublant de 1902, fait avant son voyage à Paris, mais qui montre déjà quand même un certain héritage rodinien, entre autres dans le traitement de la base de la sculpture, avec cette sorte d'amas abscon d'où émergent 2 mains, sur lesquelles est posée la tête de cette vieille femme. Ils ont montré la tête d'homme de Joseph Bernard, que je vous montre ici à gauche, qui est alors peut-être une des œuvres les plus rodiniennes qu'on ait jamais réalisées à la fin du 19e siècle en France. Au centre de la salle, vous avez cette tête d'Henri Beck où Rodin montre en effet ses talents d'expérimentateur. Il faut signaler que c'est une œuvre qui n'a pas été, à ce que je sais, présentée au public du vivant de Rodin. Donc, ce qui est malheureusement pas dit dans l'exposition, parce que c'est le cas aussi pour ce buste de femme dont les jambes sont coupées à la scie. C'est typiquement le genre d'expérimentation auquel Rodin s'est adonné intensément jusqu'à la fin de ses jours, mais ces expérimentations qui restaient quand même dans le secret de l'atelier. Et là, il y a, j'allais dire, une sorte de malhonnêteté intellectuelle, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, il y a un manque de clarté intellectuelle et historique dans l'exposition. On a accumulé comme ça des œuvres de Rodin avec des œuvres d'artistes postérieurs, mais au final, on ne rappelle pas si ces artistes ont vu les œuvres de Rodin en question, qui dialoguent avec, et c'est une tendance de plus en plus forte dans les expositions actuelles. C'est des rapprochements qui sont un peu gratuits, ou en tout cas qui ne sont pas justifiés, clarifiés par ce que l'on en sait au niveau de l'histoire de l'art. Et ça me gêne beaucoup, parce que dans la salle où vous avez les torses féminins, qui est à la dernière salle de cette section Rodin expérimentateur, bien on a ce torse, alors je crois que c'est nommé torse A, avec des lettres ou des numéros. C'est typiquement le genre d'œuvre qui ont été inventoriées tardivement dans la donation Rodin, et qu'on a du mal d'ailleurs à dater avec exactitude. L'idée des torses féminins est capitale, parce que c'est une série d'œuvres essentielles du dernier Rodin. C'est pareil, aller tirer cette série de torses féminins vers la modernité, on pourrait aussi la mettre en dialogue avec l'Antiquité. Parce que Rodin a beaucoup insisté sur le fait que les fragments d'antique qu'il a pu acheter lui ont permis de revoir sa conception même de la sculpture. Je vous montre un exemple ici avec un très beau buste antique qui a appartenu à Rodin et qui est maintenant dans les collections du musée parisien. Ce torse de femme que vous voyez à gauche, maintenant sur une photo d'archive, est présenté dans l'exposition. Rodin l'avait présenté déjà à Paris, de même que le modèle de la prière que vous voyez ici au centre, des torses de femmes qui sont scindés au niveau des genoux ou des cuisses, dont les bras ont été coupés. Et à droite, je vous mets un torse à la chemise de Mayol qui date de 1900, pour rappeler que c'est incontestablement, et alors les défenseurs de Mayol ne cessent de le répéter, c'est Mayol qui est sans doute le premier à revenir vers le torse à l'antique, bien avant Rodin, vous voyez, presque une dizaine d'années avant lui, ou en tout cas plusieurs années avant lui. Et en cela, l'exposition est un petit peu gênante, parce que à côté du torse de femme de Rodin, ils mettent le torse de l'Île-de-France de Mayol, qui est une œuvre des années 20. Et là, alors assez clairement, on a envie de nous faire comprendre que Rodin a inspiré Mayol. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Prends aussi un autre exemple ici, une œuvre très belle qui est dans l'exposition, c'est ce torse d'Eberfeld d'Oetger, d'un artiste allemand qui a lui aussi connu le travail de Rodin, celui de ses dessins entre autres, et c'est un très beau buste qui date de 1905 au musée de Wuppertal. Or, ce buste, il était aussi présenté dans l'exposition Oublié Rodin dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est contradictoire, parce que est-ce que c'est une œuvre qui rompt avec Rodin, entre autres par son côté antiquisant, assez explicite, cette absence de modelé chaotique sur la surface du corps. Je vous montre maintenant un torse de Konnenkopf,
C'est un artiste russe, un torse de 1913, qui montre que ce choix de torse est assez particulier parce que il est clair qu'on aurait pu en amener énormément d'autres, des œuvres. Donc ça, c'est une œuvre de 1913. Est-ce qu'elle est rodinienne ou antiquisante? C'est très très difficile de trancher. Plus rodinien, et c'est une œuvre manquante. D'ailleurs, dans le petit guide de visite de l'exposition, on avoue clairement les lacunes de cette salle, puisqu'ils nous disent dès la fin des années 90, les artistes plus jeunes exposent des œuvres partielles. Parmi eux, Mayol, Bourdelle, Archipenko, Brancusi, Gaudier-Bresca, Matisse, Zadkine. Alors dans cette salle, il n'y a ni Zadkine, ni Archipenko, ni Gaudier-Bresca, dont par exemple L'homme tombé que vous voyez ici méritait d'être là parce que c'est alors à la fois une œuvre rodinienne par le modelé expressionniste et par la fragmentation du corps. On aurait pu aussi solliciter un artiste pas très connu comme Malfray qui ici dans son torse de nageuse, je vous montre la petite version. Malfray n'a pas été rodinien dans tout ce qu'il a fait, mais enfin ici, dans ce torse de 1936, à la fois par la dynamique, par la césure même des membres du corps, la trace ici des coutures du plâtre, tout ça est explicitement rodinien. Autre exemple de torse féminin qui s'inscrit dans cet héritage, c'est un torse qui est dans un jardin de Varsovie. J'ai malheureusement pas trouvé l'auteur de cette œuvre, mais alors la puissance rodinienne se dégage complètement de cette hypothétique mère à l'enfant. Toujours dans cette salle des torses, vous avez la méditation de Rodin, dont je vous montre ici deux versions au centre, celle avec bras et celle sans bras. Une œuvre qui aura un impact déterminant sur, à nouveau, Mestrovitch, dont la sublime psyché en marbre est peut-être un prêt difficile à avoir, plus difficile que la fontaine en plâtre qui est dans les salles du bas, mais enfin, là aussi, il y avait quand même beaucoup mieux à prendre de Mestrovitch. Il y avait peut-être mieux à prendre aussi dans les torses de Rodin, même si... Bon, il y a l'Iris messagère des dieux, l'exemplaire qui a appartenu à Sacha Guitry et à son père Lucien. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller à la rétrospective, parce que c'est une œuvre très atypique. Mais on peut regretter que ce torse de Rodin, qui est au MoMA de New York, ne soit pas venu, parce que là aussi, il est peut-être beaucoup moins antiquisant que le torse de jeune femme vert, à patine verte, qui est présenté dans cette salle. Et c'est une des œuvres qui aurait le mieux servi le discours moderniste qui jalonne cette rétrospective, comme cette muse que vous voyez ici, qui est au musée de San Francisco et qui est une œuvre par sa dynamique, par aussi cette sorte de coulure qu'il y a au-dessus du visage, est une des œuvres les plus expressionnistes de Rodin. La dernière salle est une salle très haute, très grande, qui est un hommage à L'homme qui marche, une œuvre déterminante que Rodin expose en 1907 et qui a influencé des générations et des générations d'artistes. L'homme qui marche de Rodin dialogue avec un des hommes qui marchent de Giacometti, puisque Giacometti est un des rodiniens les plus incontestables de la sculpture du XXe siècle. Au fond à droite, vous voyez cette jambe en bois qui pendouille et qui est une des œuvres les moins bien choisies sans doute de toute l'exposition. Si on parle de l'héritage de l'homme qui marche, on peut être un peu déçu qu'on ne soit pas parti plus tôt. Je pense notamment avec les formes uniques dans l'espace de Boccioni, une œuvre de 1913, qui incontestablement est une réponse à L'homme qui marche de Rodin. Influence ou opposition, le fait est qu'ils ont préféré dans cette dernière salle consacrer un groupe d'œuvres, une sorte d'hommage à Rodin à travers des artistes d'après 1945 qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'expressionnisme. Mais là aussi, bon, il y a deux œuvres de Germaine Richier, qui a été une élève de Bourdelle, qui sont intéressantes, notamment parce qu'il y a une sorte d'assemblage au niveau de la tête qui est un fragment récupéré et inséré dans un corps modelé par Richier. Mais alors si on prend Richier, on peut regretter qu'on n'ait pas présenté l'orage, qui est à sa façon une sorte d'homme qui marche et qui, dans le traitement anatomique, est peut-être une des œuvres les plus proches de Rodin. Et dans cette série d'hommes qui marchent, on regrette aussi qu'on n'ait pas mis le cerf de Matisse, qui est quand même une des œuvres la plus proche de l'homme qui marche et qui dialogue incontestablement avec lui. Et je vous montre à droite ici une des esquisses pour les bourgeois de Calais, où on voit que Matisse et Rodin sont très proches. Dommage que Vigeland ne soit pas venu avec, par exemple, cet homme qui marche à sa façon. Au centre, le bronze est à nouveau un des bourgeois de Calais de Rodin. Et donc l'œuvre en plâtre est conservée au musée d'Oslo. Fautrier est beaucoup représenté. Elle fait partie de ces artistes qui sont aussi représentés au catalogue. Alors c'est typiquement le genre d'exposition dont on peut signaler l'imprécision ou l'approximation lorsqu'on regarde le catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, dans le catalogue, vous avez des articles sur les artistes Rodin et les artistes contemporains. Il y a un artiste de Catherine Lampert qui s'appelle Rodin et l'art récent, et elle cite aucune œuvre du catalogue ou de l'exposition.
Notamment, surtout parce que d'ailleurs c'est un article qui est surtout sur l'influence de Rodin sur les peintres. On mentionne Francis Bacon ou Lucian Freud, deux types de peintres qui peuvent être rodiniens peut-être, sans doute même, mais le fait est qu'ils ne sont pas représentés à l'expo. Alors ça, c'est souvent très mauvais signe quand vous avez un catalogue qui ne correspond pas exactement à la rétrospective. Tous les articles en fait qui parlent de Rodin et les artistes modernes sont défendus par des œuvres produites en illustration et pas par les œuvres du catalogue. Donc on voit très bien que là, il y a quelques lacunes assez évidentes. William de Koning est présenté 3 fois dans la dernière salle. Il est aussi présenté avant par un dessin. On s'étonne qu'ils aient choisi les Women Assises, qui sont des œuvres continuent le travail sur la déformation du modelé anatomique entrepris par Rodin. Mais le pêcheur de Palos aurait peut-être mieux convenu dans une salle où l'homme qui marche est mis en avant, puisque plutôt que des femmes assises, un pêcheur debout convenait peut-être mieux. Et puis alors surtout à gauche, j'ai mis le de Kooning en parallèle avec cette tête de muse tragique de Rodin, une œuvre de 1885. C'est à mon sens le manque le plus évident de l'exposition. Parce que s'il y a bien une œuvre expressionniste, s'il y a bien une œuvre qui illumine finalement la sculpture de cette fin du 19e siècle, illumine, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs parce qu'elle est aussi très obscure, eh bien c'est cette œuvre avec ces coulées qu'il y a jusqu'au nez, au niveau des yeux, cette façon en fait de dissoudre le visage humain est incroyablement expressionniste. Alors à la place, il y a beaucoup d'œuvres de Kirkeby, qui est un artiste danois très intéressant, qui a créé un texte, je crois, sur Rodin. Mais on voit très bien dans la dernière salle que c'est quand même des choix très subjectifs, notamment des artistes qui ont exposé au musée Rodin. Et du coup, dans tout ça, il y a parfois trop d'œuvres et aussi certaines artistes qui ne sont pas représentés. Je pense à Jacob Epstein, dont je vous montre ici le portrait du mathématicien Einstein, œuvre de Londres, du Victoria Albert Museum. Bon, alors une œuvre de l'entre-deux-guerres qui pouvait pas forcément rentrer dans la dernière salle, mais enfin il y a bien une œuvre de Germaine Richier, un buste de la même époque. Donc d'ailleurs, ça montre aussi l'approximation qu'on distingue dans quasiment toutes les salles de l'exposition. Il y a une sorte de grand discours, et puis à l'intérieur, tout n'est pas en cohérence avec ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous donne à voir. Et puis, il y a une sorte d'annexe, une salle subsidiaire, qui est consacrée aux collectionneurs de Rodin. On aurait pu s'attendre à ce que la rétrospective évoque les collectionneurs contemporains de Rodin. Et c'est d'ailleurs une chose qui manque. Alors il y a un très bel article, c'est je pense un des rares articles très utiles du catalogue concernant la période contemporaine de Rodin, un article d'Antoinette Lenormand-Robin sur collectionneurs de Rodin de son vivant. Et pourquoi avoir fait un article là-dessus dans le catalogue et pas une salle entièrement consacrée à cela? C'est dissous dans l'exposition. Dans la salle du baiser, il y a des œuvres qui ont appartenu à Maurice Fenaille, qui a été un des grands collectionneurs de Rodin. Pourquoi ne pas lui consacrer une salle entière? C'est dommage. Donc là, vous avez l'œuvre qui a appartenu à Fenaille. Il y en a 2 d'ailleurs qui sont présentées. Et de Fenaille, on aurait pu présenter une série d'œuvres qui ont été vendues récemment en 2006 à Drouot, qu'on a dispersé une partie des œuvres qu'il avait commandées ou achetées à Rodin. À gauche, la très belle Baigneuse aux sandales, qui est partie quand même à 77 000 euros. Et puis à droite, la Sirène, un plâtre, alors là aussi très expressionniste, qui aurait vraiment été bien placé dans cette rétrospective. Une œuvre donc vendue 20 000 euros. Et ou même la Fatigue, un bronze qui est une fonte de 1931, mais qui est modelé dès 1887, qui appartenait aussi à la collection de Maurice Fenaille et qui a été dispersé, vendu à 61 000 euros, toujours en juin de 2006. Madame Fenaille est représentée ici, alors sa relation avec Rodin est très célèbre, puisqu'il en a fait toute une série de portraits, dont je vous montre ici la version partie à 42 000 euros, ce qui est quand même pas mal pour un buste en plâtre. Madame Fenaille, que Rodin aimait beaucoup parce qu'elle s'endormait pendant les séances de pause, alors ça lui a permis de relire plusieurs fois le portrait de cette dame que vous voyez à gauche dans sa résidence de Neuilly, où on remarquera qu'il y a la Sirène qui est à droite de l'escalier et un groupe d'enfants de Rodin sur la balustrade. C'est une exposition trop grande, je crois, où l'esprit de synthèse fait défaut. Ils en ont trop mis. C'est une des tendances fortes des expositions du Grand Palais actuellement. On pourrait faire la même critique, je pense, pour les jardins, sur lesquels je n'aurai pas l'occasion de faire une contre-expo. Mais le fait est qu'on met de plus en plus de choses. Alors les expositions coûtent de plus en plus cher. Et puis, on est obligé de rentabiliser tout ça. Alors, je signale une petite chose déplaisante quand même, c'est pendant les 15 premiers jours de l'exposition, il y avait des privatisations que j'appellerais pas sauvage, mais on est limite dans cet esprit-là, puisque ici je vous montre notamment un monsieur qui s'est fâché avec les vigiles, puisque il est arrivé assez tardivement à l'exposition et on lui avait pas dit que l'exposition fermait à 19h.
Or, normalement, l'exposition ferme à 20h. Donc ça, c'est arrivé la première semaine de l'exposition, je m'y suis rendu. Et en effet, on était très surpris, puisque je vous montre ici le panneau d'exposition. C'était pas précisé sur le panneau d'affichage. Il y avait juste un tout petit panneau qui était à l'endroit où on prenait les billets, qui mettait exceptionnellement ce soir, l'exposition fermera à 19h. Les gens étaient assez furieux, et c'est arrivé plusieurs fois, je le sais par différents témoignages, c'est arrivé plusieurs fois dans les premières semaines de l'exposition, qu'on ferme l'exposition 1 heure plus tôt pour organiser une privatisation. Et moi, je trouve ça assez inacceptable dans un édifice institutionnel public comme le Grand Palais. Au final, les gens arrivent, ils sont pas prévenus. Donc, vous voyez ici des gens qui sont en train de vérifier dans l'officiel des spectacles, puis sur le site, puisque vous voyez, c'est indiqué nulle part que le musée ferme plus tôt. On trouve des explications disant que c'est indiqué sur le site, mais enfin, s'il faut regarder le site du Grand Palais avant à chaque fois de se déplacer, c'est quand même embêtant. Imaginons des touristes qui viennent exprès pour l'exposition ce jour-là, qui veulent la visiter en 1 heure, ce qui est quand même faisable, et qui se retrouvent coincés et qui peuvent pas la voir. Et puis alors du coup, grâce à ça, on a l'occasion d'installer tout un banquet et des gens qui peuvent profiter du Grand Palais. Tant mieux pour eux, mais si on privatise, autant le faire aux heures de fermeture officielle de l'exposition. Dernière chose, la réception de l'exposition est un peu mitigée. Je citerai Télérama. On aurait tellement aimé de s'enthousiasmer du baiser aux penseurs, des bourgeois de Calais au monument à Balzac, de la grande exposition célébrant le centenaire de mort de Rodin. Mais même avec plus de 200 œuvres de l'artiste, dessins, sculptures, photographies, le parcours se montre bien académique, bien sage comme une image. Il relègue la plupart du temps, en fin de visite, les mises en relation avec des œuvres de Picasso, Matisse, Giacometti, Richier ou encore celles des artistes contemporains comme Marcus Lupert, Flanagan. Dommage, reste évidemment le génie de notre immense sculpteur. Traiter l'exposition d'académique, c'est pas le bon terme. Moi, je la trouve parfois incohérente. Elle se veut moderniste. La preuve, c'est que par exemple, j'expose ici costume de Joseph Beuys qui dialogue avec la robe de chambre de Balzac, enfin celle que Rodin a fait mouler pour son Balzac. Bon, alors là aussi, dialogue très gratuit, mais on voit bien quand même que les deux conservatrices de l'exposition ont voulu montrer un Rodin moderne, un Rodin nouveau, et d'ailleurs ça plaît quand même aussi à une certaine clientèle du Grand Palais. D'autres sont déçus parce qu'ils s'attendent pas à ça, ils trouvent qu'il y a trop de plâtre. Je dirais quand même pour conclure que ce déséquilibre de l'exposition montre assez clairement une lacune, un manque de synthèse. Alors c'est une chose qu'on retrouve précédemment dans les expositions de Catherine Chevillot et d'Antoinette Lenormand-Romain. Sont deux très grandes conservatrices, de femmes qui ont accumulé beaucoup d'informations, de données, et qui évidemment ont une connaissance encyclopédique du travail de Rodin, mais à qui manque souvent, je dirais, cet esprit de synthèse qui fait cruellement défaut dans cette exposition parce que tout ça manque de clarté. Et il y a beaucoup de gens qui ressortent de là en se disant mais pourquoi ils ont mis tout ça, à quoi ça rime. Ce manque de synthèse est criant dans le petit guide de visite. Si vous le regardez bien, vous avez un petit passage d'introduction, un paragraphe. Ensuite, vous avez 2 paragraphes pour Rodin expressionniste, ce qui est l'équivalent de la moitié d'exposition en surface. Et puis ensuite, vous avez un immense paragraphe sur Rodin expérimentateur. Avec toute une série de sous-paragraphes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis la conclusion, puisque c'est les 3 dernières salles, Rodin, l'onde de choc, est expliquée par 4 paragraphes, alors que la première partie n'est expliquée que par 2. En gros, si cette chose-là était une dissertation, eh bien, on n'y mettrait pas la moyenne, parce qu'il y a une sorte de disproportion dans l'ensemble, qui montre très bien la lacune, encore une fois, de cette rétrospective Rodin. Beaucoup de choses, un peu trop, pas assez de tri et des choix parfois contestables, mais on a voulu montrer Rodin autrement, et rien que pour ça, ça mérite d'aller au Grand Palais pour cette rétrospective du centenaire.